Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pentecôte. Merci de prendre du temps pour nous rejoindre. Vous avez été avec pas mal de questions qui ont été posées un peu en amont. Je vais essayer de prendre du temps pour qu'on puisse répondre à l'ensemble des interrogations que vous avez faites dans des registres souvent assez divers. Donc ça nous permettra, je pense, d'avoir un large éventail. Si vous êtes d'accord, on peut commencer. J'ai une première question de Sarah qui me dit « J'ai vu que vous aviez 3 priorités pour cette campagne, la sécurité, l'emploi et la santé. Est-ce que vous pouvez détailler ?» Merci. Question de Sarah. En fait, dans l'ordre des priorités qu'on a mis, Sarah, vous les avez mises dans le bon ordre parce que la première priorité pour moi, c'est vraiment celle de la sécurité. On est une région dans laquelle je suis assez préoccupé et on a tiré les sonnettes d'alarme il y a déjà pas mal de temps avec une vraie dégradation de la situation. Des successions de faits divers dont on peut penser que chacun c'est juste des faits divers, mais la réalité c'est qu'ils révèlent une tendance lourde avec un vrai recul du respect, de la vie en commun et un sentiment des délinquants d'une impunité totale. J'étais à Villefranche. On a échangé avec des sapeurs-pompiers qui étaient intervenus sur un feu dans un quartier. Ils ont failli se retrouver pris avec l'un d'entre eux qui aurait pu mourir, avec quelqu'un qui considérait qu'ils n'avaient pas à venir dans le quartier, qui leur a foncé dessus comme un fou avec une voiture. J'ai échangé récemment à Rive-de-Gier, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, où un policier a été longtemps dans le coma. Heureusement aujourd'hui il en est sorti. Parce qu'ils étaient intervenus dans le cadre d'une intervention classique sur un simple rappel à l'ordre sur le couvre-feu. Et ils ont été pris dans une embuscade. Lui a pris un jet de projectile extrêmement violent dans le crâne et il s'est retrouvé dans le coma. Et je passe sur les scènes de rodéo urbain au cœur de Lyon ou les tirs de mortier sur les commissariats ou la police. Vous le savez, c'est des sujets sur lesquels depuis longtemps je tire les sonnettes d'alarme. Et les mots qui sont utilisés par les policiers, par les gendarmes sont très forts. Ce qu'ils disent tous, c'est la peur a changé de camp. Et l'un d'entre eux, je crois que c'était à Rive-de-Gier qui l'a utilisé, résumait les choses très bien. Il disait avant, quand on intervenait, les gens avaient peur et partaient. Maintenant, quand on intervient, les gens arrivent et viennent nous tendre une embuscade. Et il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur. Or, moi j'ai toujours pensé que la sécurité, c'était la première des libertés. S'il n'y a pas de sécurité, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de vie en commun qu'on peut organiser. Il n'y a pas de vie associative. L'insécurité touche souvent les plus fragiles, les classes moyennes, ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se protéger. Et donc pour moi, la sécurité, c'est un sujet essentiel. Et bien sûr, on a affaire à une compétence de l'État, mais je ne fais pas partie de ces élus qui disent « bon, je me défausse, c'est Paris, ou c'est l'État, ou c'est le gouvernement ». Chacun peut faire quelque chose en matière de sécurité. Quand j'étais maire, dans ma ville du Puy, je me suis beaucoup battu sur ces questions de sécurité. On avait réussi à remettre les choses dans le bon sens. Comme président de région, depuis 5 ans, on a mis beaucoup de moyens sur la sûreté ferroviaire, avec les équipes qu'on appelle les équipes de la SUGE, sur le déploiement de 6000 caméras de protection, sur le financement de police municipale et de matériel, sur le soutien aux policiers et aux gendarmes, sur la sécurisation de nos lycées. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais à l'époque même, c'était des polémiques de dire sécuriser les lycées. Il y a 5 ans, c'était un tabou. Et on n'avait pas lâché, on avait entrepris une grande politique de sécurisation de nos lycées. Donc oui, la sécurité sera vraiment pour nous la priorité du prochain mandat. C'est une différence importante, parce que ce soit la gauche, avec Najat Vallaud-Belkacem, l'extrême gauche, Europe Écologie Les Verts, associée avec la gauche et l'extrême gauche, ou même En Marche, ils considèrent tous que la sécurité n'est pas le travail de la région. Moi, je considère que si c'est la première des libertés, tout le monde doit s'en occuper, qu'on doit tous essayer de faire quelque chose à notre niveau pour mieux protéger et pas laisser délinquance et incivilité s'installer. Après, les 2 autres priorités, Sarah, on y reviendra dans la suite de nos échanges. La première, c'est l'emploi, mais peut-être un peu plus précis. En fait, au moment de la crise du Covid, ce qui vous a sans doute beaucoup marqué, comme ça m'a marqué moi, c'est qu'on n'était pas maître de notre destin. Parce qu'à force d'avoir désindustrialisé, d'avoir tout envoyé dans les pays de l'Est, en Chine, on dépend de l'extérieur. Pour les vaccins, pour les tests, pour les masques, pour le matériel de protection, pour à peu près tout,
on s'est rendu compte qu'on ne produisait plus chez nous. Et vous le savez, c'est souvent une bataille que j'ai portée, qui était l'idée de préférence régionale, qui était l'idée d'un protectionnisme européen, qui est l'idée de relocaliser. Il faut qu'on ramène les emplois chez nous. Et surtout, ce que je voudrais vous faire passer, c'est que c'est possible. Par exemple, en ce moment, on a plein de projets pour relocaliser de la fabrication de produits médicaux et pharmaceutiques dans le Puy-de-Dôme, à côté de Riom, mais aussi dans la Drôme, à côté de Valence. On a des projets pour fabriquer à nouveau des vélos électriques, notamment en Haute-Savoie. On a des projets pour fabriquer des chaussures de running, notamment en Ardèche. On a des projets pour refabriquer des écrans. Ces écrans que vous utilisez tous, aujourd'hui la quasi-totalité de ces écrans sont fabriqués Corée du Sud et Chine. Grâce à des ingénieurs de Grenoble et une très belle boîte de Grenoble, on a la possibilité de les ramener. Donc vraiment pour moi, priorité, relocaliser, ramener les emplois, arrêter cette espèce de folie qu'on a cultivée depuis si longtemps, dans laquelle on a renoncé à fabriquer chez nous et on a renoncé à donner la priorité à nos produits. Moi, de ce point de vue, je suis très volontariste. Et donc l'objectif, c'est d'aider toutes les entreprises qui ont envie et de montrer, vous savez à quel point ça me tient à cœur, il n'y a pas de fatalité. Si vous voulez, si vous y mettez l'énergie, vous pouvez. Et il faut qu'on puisse aider ces industriels qui ont envie de relocaliser les productions chez nous. Il faut leur faire confiance. Il faut être fier de nos industries. Voilà. Et des produits qu'on fait chez nous. Ensuite, la troisième chose, c'est la santé. Sarah, je pense qu'on y reviendra peut-être après avec d'autres questions qui sont posées dessus. Mais globalement, en matière de santé, je vais le résumer assez simplement. On fait échouer nos étudiants en médecine. Du coup, ils vont faire leurs études ailleurs. Et à l'arrivée, on est obligé ensuite de faire venir des médecins ou des infirmières ou des professionnels de santé qui viennent souvent d'autres pays. C'est n'importe quoi. Et donc, ce que je voudrais, c'est qu'on expérimente un système dans lequel on ouvre plus de places de médecine dans notre région, avec en échange un engagement de ceux qui se forment chez nous de rester dans notre région. Et derrière, on a une grosse politique pour soutenir les hôpitaux de proximité. Vous savez que ça me tient très à cœur. Pas juste les grands centres hospitaliers. Moi, je crois dans le fait de défendre aussi les hôpitaux de proximité. Installer des maisons de santé. J'étais très récemment du côté de Saint-Marcelin où ils ont fait un très très beau projet de maison de santé. Ça permet de mettre des professionnels ensemble. Et puis également payer les bourses pour les étudiants en médecine pour qu'ils viennent exercer dans des secteurs où on en a besoin. Après, on a d'autres projets aussi qui consistent à pouvoir organiser le fait de payer les étudiants en médecine et de payer derrière les médecins et les salariés pour qu'ils viennent dans les domaines où, dans les secteurs, on a vraiment trop peu de monde. En matière de santé, j'ai une question de Marie-Lise qui me touche et qui me met, souvent vous dites que les sages-femmes ont une place particulière pour vous, pourquoi? Bon, tout simplement parce que ma soeur est sage-femme et donc j'y suis assez attaché, je suis très fier d'elle. Elle adore ce métier, c'est un métier extrêmement généreux, c'est un métier de passion, d'enthousiasme, dans lequel je trouve qu'il y a beaucoup d'empathie. Dans la période du Covid, il y a eu un oubli complet des sages-femmes, alors qu'elles devaient continuer à accompagner des grossesses qui pouvaient être en difficulté, et il n'y a aucun matériel qui avait été donné aux sages-femmes pour les protéger, et ça a été une des actions qu'on a menées dans la région. Donc oui, je trouve que c'est un travail extraordinaire. Et je vais vous surprendre, il y a un grand philosophe qui parle très bien des sages-femmes, c'est Platon, qui avait, dans tous les dialogues platoniciens, et dans tout ce qu'il évoque autour de Socrate, il parle de ces figures des sages-femmes qui sont liées à la mère de Socrate. Voilà, donc en plus, c'est une très belle figure, très ancienne de notre antiquité et de notre histoire. J'ai une question de Laurence sur un sujet très important pour moi, qui est pour la sécurité des femmes et des enfants victimes de violences. Laurence, je vais parler très franchement, objectivement, c'était un sujet que je sous-estimais. Et j'ai pris comme un coup de poing les révélations de l'importance de l'insécurité, des agressions, des violences conjugales qui sont faites contre les femmes, et surtout ces statistiques qui sont ahurissantes dans un pays comme le nôtre.
Et en partant de là, on a décidé, avec toute l'équipe dans la région, de travailler sur ce sujet fortement depuis maintenant plusieurs années. Sur des actions de sensibilisation dans les lycées, auprès des femmes, sur des actions avec les associations pour offrir des lieux de refuge. J'avais notamment une très belle association membrée qui travaille pour pouvoir héberger et protéger les femmes qui quittent le domicile et qu'on a besoin de protéger. C'est des choses dont on ne se rend pas forcément compte, mais quand elles fuient la violence conjugale, il faut leur offrir un havre de paix où elles vont pouvoir se cacher. C'est terrible à dire. Mais donc il faut des lieux qui sont secrets, cachés, où elles peuvent se soustraire de l'emprise d'un mari ou d'un conjoint violent. Et donc on s'est engagé là-dessus. Et puis, plus généralement, en dehors des violences conjugales, on travaille sur un système, et je vous en reparlerai dans les semaines qui vont venir, permettant de mettre en place des boîtiers d'alerte pour des femmes qui sont amenées à prendre à des horaires atypiques, des transports en commun, ce genre de choses, et qui seraient reliées directement police municipale ou police et gendarmerie. On est en train de travailler sur une initiative un peu pilote dessus. Sur les enfants qui sont victimes de violences, bon, il y a plein de violences qui existent sur nos enfants. Il y en a une qui est à mon avis un point important et auquel je pense que beaucoup de familles ont été confrontées, qui est un sujet lourd, c'est les questions de harcèlement. Questions de harcèlement, questions de raquettes, qui sont souvent des violences très difficiles à gérer à l'intérieur des familles pour arriver à en parler. Et ceux qui ont été confrontés savent à quel point c'est douloureux. Et donc, un des objectifs qu'on veut, c'est que notamment dans les quarts scolaires et aux abords de nos lycées, on puisse organiser une sécurisation et des périmètres de protection. Vous voyez, j'étais à la Duchère, un lycée dont vous avez peut-être entendu parler récemment, où il y avait eu des problématiques de violence. Et une des premières choses que m'ont fait remonter les élèves, c'est de dire « mais il faut nous aider à nous protéger contre le racket ». Ah, et en fait, à l'arrivée, c'est des élèves qui perdent l'estime d'eux-mêmes. Parce qu'ils se disent « mais on est nuls, on n'arrive pas à se défendre, comment on peut réagir ?» Et ils partent dans une spirale. Et il y a des enfants qui peuvent être détruits par ça, psychologiquement. Donc voilà, ça fait vraiment partie de ces thèmes dont souvent en politique on ne parle pas, qu'on laisse un peu de côté, et qui pourtant sont des choses qui sont lourdes à porter dans la vie quotidienne des familles. Moi j'aime bien quand on essaye de se positionner sur ces sujets, parce que je pense que ça compte. J'ai une question qui est posée par Noël sur les purificateurs d'air. Est-ce que vous allez continuer? Votre initiative concernant les purificateurs d'air était très bonne. Bon, vous le savez, c'est une bataille qu'on a essayé de porter il y a combien maintenant? Quasiment 6 mois. En fait, au moment où le Covid est arrivé, j'ai demandé à mes équipes de regarder un peu ce que faisaient les autres en Europe. Et quasiment tout de suite, ce qui est remonté, c'est qu'ils nous ont dit l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche, la Suisse utilisent des purificateurs d'air. L'idée, c'est quoi? Le Covid peut se transmettre par deux choses. Soit les gestes contacts, vous touchez avec la main, vous parlez trop près, etc. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle les micro-organismes. C'est tout petits organismes qui peuvent aller jusqu'à 1 micron, je crois, et qui vont être comme des véhicules qui portent les virus du Covid. Et c'est là où les purificateurs d'air agissent. En fait, les purificateurs d'air, c'est un système, un mini-ventilateur, qui va aspirer l'air, le piéger à l'intérieur de filtres extrêmement petits qui vont piéger ces particules de 1 micron et du coup assainir en continu l'air que vous respirez. On a porté cette bataille pendant 6 mois, ça n'a pas été facile. Et en fait, au début, en France, on nous disait « oui, mais ça ne sert à rien, il n'y a pas d'études scientifiques ». Et ça me tient à cœur de vous en parler parce que c'est typique de ce que j'aime pas en politique. Tiens, en gros, plutôt que d'essayer, on dit « ah non, c'est pas possible, on ne sait pas, peut-être oui, peut-être non ». Alors, on fait rien. Tout ce que je déteste. Et donc, pour essayer de secouer les choses, on a dit « très bien, parfait, on va vous montrer que ça marche ». Et on a fait un partenariat avec l'Université de Lyon, avec un certain nombre d'entreprises de Lyon Biopôle. Et en salle blanche, ils ont fait un test en injectant des particules de Covid dans l'air. C'était assez dangereux, donc les équipes qui l'ont fait étaient intégralement protégées. Et ça a permis d'assainir l'air en continu et du coup d'apporter la preuve scientifique. La conséquence, c'est que le ministre de l'Éducation nationale a changé de position, et je le remercie, parce que c'est tout à son honneur d'avoir corrigé son erreur, et a indiqué que maintenant, il était en soutien
pour développer les purificateurs d'air. Donc oui, on va continuer. Et Noël, on va continuer parce qu'en plus, c'est doublement intéressant. Ça permet d'une part, dans la période du Covid, d'assainir le Covid, mais en réalité, ça élimine aussi les particules de pollution. Donc, à l'arrivée, vous respirez un air qui est meilleur. Et ça fera partie de nos priorités aussi, la qualité de l'air. J'ai une question de Patrick Antoine. Patrick, que je connais bien, qui est maire de Vétramontou. C'est une commune que j'aime beaucoup. Très engagé et en plus avec un maire qui est courageux et qui me dit merci de continuer à nous soutenir sur les polices municipales et leur vidéoprotection. Aujourd'hui, de plus en plus, les polices municipales ont pris un rôle plus important et donc l'objectif, c'est d'accompagner les mairies sur le matériel, sur les centres de police municipale, sur les caméras de vidéoprotection qui permettent de sécuriser les lieux. Et vous voyez, je vous ai parlé de Rive de Gier. Les policiers qui sont intervenus, c'était sur un secteur où il n'y avait pas de caméra. Ou en tout cas, la caméra était très loin et du coup, le zoom n'était pas bon. Ça a été le retour que m'ont fait les policiers au commissariat. Pour sécuriser l'intervention de nos policiers, de notre police municipale, de nos gendarmes, les caméras, souvent, c'est un outil extrêmement précieux. On change de domaine. J'ai une question de Paul, qui est bon, vous le savez, moi j'adore l'histoire. Quel personnage historique vous aimeriez pouvoir rencontrer? C'est pas facile pour moi de répondre parce qu'il y a plein de personnages je trouve l'histoire c'est toujours une grande source de réflexion. Il y a des personnages qui me fascinent, Saladin qui est un personnage absolument extraordinaire. Il y a des personnages que j'adore comme Magellan où vous avez une très belle biographie de Stefan Zweig sur Magellan. Un grand auteur autrichien que j'aime beaucoup. Mais vous avez aussi, pour vous répondre, peut-être je vais me concentrer sur des personnages français. Bon, vous le savez, moi il y a un personnage que j'aime énormément, c'est Pompidou, parce que je trouve qu'il avait ces deux belles qualités qui pour moi font les grands politiques. Il avait à la fois la grande vision, c'était un homme qui aimait la littérature, qui était capable de réfléchir sur l'au-delà de la colline, où emmener notre pays, celui qui a créé le Centre Pompidou, qui a été souvent visionnaire. Et en même temps, il avait un enracinement qui était très fort dans sa terre natale, le Cantal, avec une relation charnelle avec les Français. Et moi, c'est ça que j'aime en politique. J'aime qu'on soit à la fois ancré, qu'on soit ancré dans le concret, qu'on soit ancré dans une relation où on comprend que quelle que soit son intelligence, les autres vous apportent. Et ça, je pense que Pompidou portait ça profondément. Et puis en même temps de la vision. Et donc j'aime ce personnage de Pompidou, j'aurais adoré discuter avec lui, j'aurais aimé parler de poésie avec lui, j'aurais aimé parler avec lui de la façon dont il ressentait l'âme française. J'aurais aimé discuter dans cette période où on a tellement besoin de se projeter, de voir ce qui se passe, les défis qui sont devant nous. J'aurais aimé avoir sa vision. Donc ouais, c'est un personnage qui est pour moi très référent. Parce que De Gaulle, c'est un géant. Il est hors d'accès. Pompidou, c'est le plus grand des présidents de la République normaux. Et j'utilise à dessein de façon un peu provocante la formule. Après, sur le plan historique, bon, je trouve qu'on a une histoire de France qui est magnifique. Vous savez à quel point je l'aime. Je trouve qu'on ne la transmet pas assez à nos enfants. Et quand encore récemment, j'ai vu certains qui expliquaient qu'il fallait déconstruire l'histoire de France. Enfin, bon, c'est pas du tout ce que je pense. Le personnage que j'aime beaucoup, c'est Louis XI. Je vous en ai souvent parlé. D'abord, c'est un personnage qui a fait ses premiers pas dans notre région, puisqu'il était dauphin du roi de France, c'est-à-dire qu'il s'occupait du territoire du Dauphiné. Et puis, c'est un personnage qui a hérité d'un royaume de France qui était encore convalescent et qui a été vraiment un de nos très grands rois, qui a été capable, alors que toute l'Europe était coalisée contre lui, d'avoir une gestion extrêmement avisée. C'était un très fin diplomate, un guerrier remarquable, un homme qui a été capable de repousser la menace de Charles le Téméraire. C'est un très grand roi. Et puis, c'était un bon gestionnaire. Et il laisse le royaume de France considérablement renforcé. C'est fait partie de ces rois que j'aime parce qu'ils prennent le pays à un moment où il est très fragile et puis ils arrivent à le redresser et à organiser une renaissance. Et ces personnages en ce moment me fascinent parce que je pense que c'est la question de notre pays. Pour le dire très clairement, je pense qu'aujourd'hui on est sur un toboggan. Je pense que notre pays chute.
et la situation m'inquiète. C'est aussi bien sur le plan industriel que sur le plan de la sécurité. Mais ce que je voudrais vous faire passer, c'est que, au fond, dans le même temps où il faut qu'on regarde ça, qu'on ouvre grand les yeux, qu'on réfléchisse à tout ce qui est en train de se passer sur les questions d'immigration, d'identité, sur comment reconstruire notre pays, il y a toujours l'espoir. Et l'âme française, c'est l'espoir. L'âme française, c'est celle de ce jeu de rugby où on est avec la fureur française qui est capable à la dernière minute de renverser le jeu. L'âme française, c'est celle de notre histoire où, quand tout semble perdu, on est capable de renverser la table. Et j'aime ça. Moi, j'aime, et c'est ce que j'aime en politique. C'est le moment où on est capable d'arrêter la fatalité, d'organiser un nouvel espoir. C'est ça ce qui est beau en politique. Alors, ensuite, j'ai une question de Bizourk sur le secteur de Val-Sorone et Pays de Gex. Nous subissons le fait d'être au bout de la région et du département de l'Ain. Concernant le secteur routier, également celui de la désertification médicale, avez-vous des ambitions à ce sujet pour votre prochain mandat? Alors, disons que c'est un sujet c'est un secteur que j'aime beaucoup. Val-Sorone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était l'ancienne commune de Bellegarde qui s'est élargie en fusionnant. C'est un très bel endroit qui a été très frappé à un certain moment par une déprise industrielle, avec le départ de grandes industries qui étaient très emblématiques et qui est en train de connaître petit à petit une renaissance. Il y a un maire que j'aime beaucoup à Val-Sorone, qui est Régis Petit, qui est un homme profondément humain, profondément gentil, qui est attentif à tout le monde et qui porte la passion de son territoire. Et puis un peu plus loin, vous avez ce grand pays du Pays de Gex, qui est superbe, qui regarde vers la grande plaine de Genève, qui est très dynamique. Mais c'est vrai, on a des problématiques lourdes d'enclavement routier, d'enclavement ferroviaire et surtout de désertification médicale, avec surtout dans le Pays de Gex un coût de la vie qui est très important. Donc on a plusieurs projets. Le premier, c'est de créer une extension ou un hôpital dans le Pays de Gex qui permette de desservir tout ce secteur. Vraisemblablement en partenariat avec l'hôpital du Grand Annecy. La deuxième chose, sur le désenclavement routier, mais c'est un projet colossal, et je ne veux pas vous promettre qu'on le fera en 5 ans, parce que ce serait vous mentir, c'est le désenclavement du pays de Val-Sorone en direction du bassin initial. C'est un gigantesque projet. Hein. Sur le plan routier, c'est un très gros projet. Et puis le dernier, vous le savez, les prédécesseurs avaient très mal négocié le Léman Express, qui permet à tous ceux qui vont travailler côté suisse d'avoir une amélioration ferroviaire, tout en défendant en même temps la liaison avec le reste de l'Ain sur le plan du train. Et là, je pense qu'on a des choses sur lesquelles on peut travailler et améliorer les choses encore. Donc on va regarder, en lien avec le département de l'Ain, vous savez que c'est un département que j'aime bien et on travaille beaucoup ensemble. J'ai une réaction de Régis. Je voulais remercier de votre présence lors de l'agression des pompiers à Villefranche-sur-Saône. Allez-vous équiper nos engins de caméra pour la protection de tous? Pouvons-nous porter plainte anonymement et ne pas être filmés, identifiés par nos agresseurs? Bon, je ne sais pas si Régis fait partie des sapeurs-pompiers. Le témoignage qu'ils m'ont fait était ahurissant. Il faut quand même bien, et c'est important pour moi de le partager avec vous, parce qu'on ne le sait pas tous. Aujourd'hui, ceux qui sont agressés, quand ils interviennent dans certains quartiers, c'est bien sûr nos policiers, ça peut être nos gendarmes, mais ce sont aussi nos sapeurs-pompiers. Ils interviennent sur un feu, ils interviennent pour sauver les vies, et bien potentiellement, ils vont se faire agresser, caillasser, insulter, de façon incroyable. Et ce qui s'est passé à Villefranche, c'est ça, ils interviennent sur un feu qui est dans un immeuble, ils interviennent donc pour sauver des vies. En même temps, il y a l'interpellation de la bande de crétins qui ont mis ce feu. À ce moment-là, les choses s'enveniment. Il y a 2-3 malfrats, parce que je les appelais comme ça, qui, sur un geste de folie et de barbarie, montent dans leur voiture et veulent foncer dans la foule pour marquer leur désapprobation et faire fuir les policiers et les pompiers. Au premier passage, 2 pompiers ont failli être touchés et tués. Au deuxième passage, la voiture fait une espèce de rodéo et fonce sur la foule, et un des pompiers extrêmement courageux, qui est sur la grande échelle, se précipite à terre pour essayer de l'arrêter. Au passage d'ailleurs, le juge aura considéré qu'il n'aurait pas dû sauter, que c'est de sa faute s'il s'est fait mal, avec un problème vraisemblablement de sciatique. Derrière, la première chose, c'est qu'il faut qu'on arrête ça, et donc ce que j'ai proposé à la caserne de Villefranche, c'est qu'on équipe les pompiers
et les véhicules en caméra permettant de restituer ce qui se passe quand ils sont agressés. Parce que tout simplement, je pense qu'il faut qu'on explique. Il faut que la justice, quand elle décide, ait les images sous les yeux pour qu'elle comprenne. La deuxième chose, c'est terrible, mais c'est qu'il a fallu beaucoup de courage à ces sapeurs-pompiers pour aller porter plainte en justice. Parce qu'à l'arrivée, quand ils sont arrivés au palais de justice pour porter plainte, ils ont été pris en photo, potentiellement mis sur les réseaux sociaux diffusés, avec les craintes pour leur famille. Et donc, ce que j'ai fait remonter, et d'ailleurs, il faudra que je demande à Paul-Henri, qui travaille avec moi, de vous transmettre le courrier, c'est que immédiatement après l'échange qu'on a eu, j'ai écrit au Premier ministre pour lui demander que, comme les policiers et les gendarmes, les sapeurs-pompiers, quand ils portent plainte, puissent porter plainte de façon anonyme pour que derrière, il n'y ait pas de menace pour leur famille. Voilà, mais c'est ça aujourd'hui la France. Et pour moi, c'est important de le partager avec vous. Parce qu'en plus, on parle de Villefranche. On ne parle pas d'une commune de Seine-Saint-Denis qui serait marquée par des problématiques lourdes d'insécurité. Voilà. J'ai une question de Baptiste. Baptiste, c'est le prénom de mon fils. Est-ce que vous allez venir à Aurillac pendant votre campagne? Oui, bien sûr, Baptiste. Vous le savez, je me suis beaucoup occupé du Cantal. J'étais la semaine dernière à Mauriac, où j'avais promis de venir. On a soutenu notamment l'hôpital et l'installation d'un système de dialyse qui est fait d'ailleurs en partenariat avec une clinique d'Aurillac. Au passage, ça me permet de rendre un coup de chapeau au Stade Aurillacois, qui a eu une très belle performance et qui a sauvé sa saison avec beaucoup de courage. J'adore le Cantal, vous le savez. C'est un département superbe. Tous ceux qui ne connaissent pas, allez-y, les paysages sont magnifiques. Il y a une espèce de force dans ce département et puis j'aime le tempérament des Cantalous. Ils ont une fierté, ils ont une passion pour leur territoire. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'étais ce samedi avec des amis, notamment du Cantal, qui font du vin et qui le font mûrir dans un buron dans le Cantal. C'est la famille Desprats. Et ils font un très très bon vin qui s'appelle la Légendaire pour les amateurs. Ensuite, dans les questions que vous me posez, j'ai une question de Joey qui revient sur un des autres aspects de composantes de la sécurité et qui me pose la question suivante. Joey nous dit « Je suis agent de la sûreté ferroviaire et grâce à votre politique sécuritaire, notre service a progressé dans la lutte contre la délinquance avec une augmentation des interpellations. Voici ma question qui est partagée par mes collègues. 1. La création d'une police régionale des transports avec des pouvoirs de police au président de région afin de bénéficier des mêmes prérogatives que les maires est-elle proposée dans un avenir proche? 2. Si oui, le rattachement de la sûreté ferroviaire au sein de la région Aura est-elle envisagée? 3. Le but de cette question est que le président de région ait un rôle plus actif à la tête de cette police régionale en matière de sécurité dans les transports avec du personnel de sûreté ferroviaire à sa disposition. Bon, les agents de la sûreté ferroviaire, pour que tout le monde sache, ce sont ces équipes qui assurent la sécurité quand vous êtes en gare ou quand vous êtes dans des TER. Ce sont des gens qui sont des vrais pros. Les conditions d'interpellation qui ont lieu dans les gares ou dans les trains sont parfois extrêmement délicates à mener et qui nécessitent une énorme expertise. Quand on est arrivé à la tête de la région, pour faire baisser la délinquance dans les transports en commun, on a doublé les effectifs de la police ferroviaire. Et c'est la région qui a payé. En gros, j'ai dit à la SNCF, voilà, je mets plus d'argent, mais je veux avoir 2 fois plus d'équipes de police ferroviaire sur le terrain. Ils m'ont fait un travail extraordinaire. Aujourd'hui, ils ont augmenté de façon très importante les interpellations et ils se battent pour arriver à faire descendre le niveau d'insécurité à l'intérieur de nos gares et des TER de notre région avec des équipements extrêmement modernes qu'on a mis à leur disposition et que je suis encore allé voir récemment à la part d'eux. Oui, Joey, moi, mon souhait est que ça puisse nous être rattaché à la tête de la région comme la police municipale. Ça me permettrait de mieux vous aider, ça me permettrait de mieux vous équiper, ça permettrait d'avoir une action plus rapide et plus concrète. Et vous le savez, moi je suis très attaché à ce que ça passe uniquement par les équipes SUGE. Dans d'autres régions, de façon un peu avec de l'affichage, ils prennent des gens qui ne sont pas vraiment formés. Moi, je ne passe que par les équipes de la SUGE, parce que j'ai confiance en vous. Vous faites un très beau boulot et voilà, c'est fait avec beaucoup de sérieux. Et c'est un domaine où il faut du sérieux. C'est une demande qu'on porte et que j'aimerais faire aboutir dans le cadre de la loi 4D, et bien évidemment qui vous permettrait de basculer
avec nous, avec de meilleures garanties d'accompagnement et plus d'efficacité, je l'espère. Alors, j'ai une question de Jérôme et j'ai également une question de Julie sur quels sont vos futurs projets. La question de Jérôme, c'est la région pourrait-elle devenir partenaire d'une marque française pour les voitures à hydrogène? Alors, je vais essayer de prendre les deux questions. Julie, d'abord, quand vous m'interrogez sur quels sont les futurs projets, en fait, à l'intérieur d'une région, et c'est d'ailleurs ce que j'aime, c'est très concret, donc il y a plein de projets. L'hôpital dans le Pays de Gex, l'installation d'un nouveau lycée dans l'est de Lyon qui en a vraiment besoin. L'accompagnement de la renaissance ou du développement de nos stations de ski dans le cadre d'une montagne durable, ce qu'on veut faire. Le projet de créer un très beau lieu de culture, la Halle Aublé à Clermont-Ferrand. L'ambition de travailler avec nos agriculteurs pour organiser des circuits courts, et j'échangeais encore récemment dans le Puy-de-Dôme avec des agriculteurs qui veulent faire du maraîchage pour qu'on puisse organiser des circuits courts. Mais aussi des projets de relocalisation industrielle, comme ceux que j'ai évoqués. L'ambition de positionner notre région comme la Silicon Valley européenne. Alors, dans nos lignes directrices, je vous les ai évoquées. Je vais peut-être vous parler d'un projet que moi j'aime beaucoup, qui me tient très à cœur, c'est la Maison du Petit Prince. Saint-Exupéry est né dans notre région. Et il y avait la maison de sa famille qui est dans la plaine de l'Ain. C'est un endroit merveilleux, où en fait on est au contact avec le ciel. Parce que la plaine de l'Ain, c'est une très grande plaine, très plate, et où en fait, c'est les nuages qui font le paysage. C'est le ciel qui fait le paysage. Et on comprend très bien pourquoi Saint-Exupéry a été fasciné par le ciel et par le Petit Prince, qu'il a fait naître dans cet endroit qui est plein de poésie. Ce lieu était à l'abandon. La région l'a racheté, et avec les élus locaux, on porte un projet pour en faire un très bel endroit pour faire rêver du Petit Prince. Voilà, et j'ai lu encore récemment que ces braves gens d'Europe Écologie Les Verts et d'extrême gauche qui sont pas en manque de polémique, après avoir fait le sapin de Noël et le Tour de France, avaient expliqué qu'il fallait interdire de laisser les enfants rêver en regardant les avions et le ciel. Ben, moi j'ai envie qu'ils continuent à rêver en regardant les avions et le ciel. Et quand on a un auteur aussi magique que Saint-Exupéry, qui était à la fin un aviateur et qui est un des premiers à avoir parlé aussi de façon aussi forte d'écologie, d'environnement, de respect de la planète. Ma fille me répète souvent, l'écologie ne doit avoir aucun parti, vous devez tous faire de l'écologie. Il a raison. Régis m'a mis une réaction. Merci pour votre écoute. C'est moi qui ai sauté de la grande échelle et suis sorti de l'hôpital hier depuis le 8 mai. Je remarche difficilement. Régis, j'espère que ça va et que c'est pas une sciatique ce que vous avez. Voilà. Bon courage. Remettez-vous bien. Et vraiment, le témoignage m'a beaucoup marqué dans ce que vous avez partagé. Merci d'avoir pris le temps. Alors, j'ai une question. Tiens, mais je n'ai pas la personne qui l'a posée. Qui me met est-ce que vous continuerez à accompagner les petites communes comme les grandes? Pour nous, c'est important. Pour moi, vous le savez, c'est très important aussi. Je tiens à ce que dans notre région, il y ait la même attention pour des projets de Lyon, de Grenoble, de Clermont-Ferrand, de Saint-Étienne, que pour des petites communes. Parce que il y a souvent des projets merveilleux dans nos petites communes. Mais juste, il faut leur donner les moyens de le faire. Je vais vous donner un exemple très récemment d'un déplacement qu'on a fait dans la Loire sur un projet qu'on aime beaucoup et qu'on porte ensemble avec Dino Cineri, Jean-Pierre Tête, Jacques Blanchet, qui est sur le territoire du Haut-Forêt. C'est un endroit magnifique. J'aime ce lieu parce qu'il est juste à la jonction entre la Loire et la Haute-Loire. Et quand on va au sommet de Montarcher, que vous regardez, qu'on est par beau temps, vous voyez le Mézin. Vous savez que c'est un lieu qui, pour moi, je suis très attaché. Vous voyez les sources de la Loire avec le Gerbier de Jonc. Et même un peu plus loin, quand c'est vraiment dégagé, on voit les Alpes. Donc c'est magnifique. Et dans ce lieu où il y a très peu d'habitants, mais qui est vraiment un très 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 beau petit village, ils ont le projet de reproduire une eau de source, qui serait une des eaux les plus pures de France. Et si on y arrive, ça va créer 10 à 15 emplois. C'est un entrepreneur assez génial qui porte le projet. La source est là, tout est prêt, il faut juste qu'on puisse organiser les choses. Et on va l'accompagner, c'est sur une petite commune. Pour autant, c'est un projet et ça me fait plaisir de vous en parler. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de petite commune ou grande commune, il y a des projets. Il y a des gens qui ont de l'initiative. Et j'ai de la chance d'être dans une région où on aime encore le travail, où on est attaché à porter des choses, à être innovant, à avancer. Voilà, c'est tout ce que j'aime. J'ai une question de Frédéric. Que pensez-vous de L214 ? Ça, c'est tout ce que j'aime pas.
C'est ce que j'aime pas parce qu'ils sont que dans la caricature. C'est ce que j'aime pas parce qu'ils montrent qu'une facette des choses. C'est ce que j'aime pas parce qu'ils sont dans la manipulation. C'est ce que j'aime pas parce que je les ai jamais vus aller faire un reportage en Chine ou au Brésil. C'est ce que j'aime pas parce que je les ai jamais vus aller dans un port pour voir les conditions qui sont faites par les produits qui sont abattus en dehors. C'est ce que j'aime pas parce qu'ils dénigrent nos agriculteurs. C'est ce que j'aime pas aussi parce que souvent ce qu'ils font aboutit à de la violence. Et je me souviens un abattoir qui était un travail qui était fait par une entreprise familiale qui avait énormément travaillé avec tous les éleveurs qui étaient autour, dans lequel il y avait une vraie attention sur le respect des animaux, le bien-être animal, et des caricatures qui ont été faites ont abouti à ce que cet abattoir a été incendié. À l'arrivée, les bêtes ont failli mourir vivantes, brûlées, à cause de ce qui a été fait sur cet abattoir. Alors bien sûr, ce n'est pas le 214, mais cette espèce de discours de violence, de caricature, aboutit à installer une société dans laquelle les gens s'affrontent. Moi, je ne crois pas à ça. Par exemple, encore récemment, ils ont caricaturé la volaille de Bresse. Bon, j'ai retrouvé un agriculteur qui ne comprenait même pas. Il m'a dit, mais par rapport à ce qui peut se faire aux Pays-Bas, ce qui se fait avec le poulet à la javel en Chine, nous, on est vraiment dans le respect, dans la passion de notre métier. Mais ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est faire du buzz. Donc, clairement, ce n'est pas des gens que je respecte. Parce qu'ils ne sont pas honnêtes intellectuellement. Et ça, j'aime pas. Voilà. Vous pouvez défendre vos idées. Dans une démocratie, tout est normal. Mais il faut le faire en respectant les autres et en ayant le souci de l'honnêteté. Et j'aime pas cette façon d'agir. De minorités qui, en fait, cherchent à imposer leur vision à la majorité. Alors, j'ai une question. J'ai quelques questions un peu plus légères et puis une autre un peu plus par laquelle on finira peut-être. Votre personnage préféré dans Game of Thrones, Thomas, sur Instagram. C'est loin maintenant. Je sais pas, sans doute Arya Stark. J'aime bien son côté à rien lâcher. J'aime bien la façon dont elle traverse une épreuve sans nom et dont elle en sort plus forte. J'aime bien son côté avec sa petite épée un peu piquante. Voilà, j'aime sa fougue, son impétuosité. Et puis je trouve l'actrice est super. Donc oui, j'aime bien Arya Stark. Après, pour être très honnête, en ce moment, ma fille me fait découvrir les séries de Corée du Sud. Les Coréens font des séries absolument hallucinantes, qui sont extrêmement romantiques. C'est des séries souvent très longues, hein, elles peuvent faire 30-40 épisodes. Si les héros s'embrassent sur le front avant l'épisode 25, c'est que vraiment il y a un problème. Et il y en a une en ce moment qui est vraiment très très belle. Alors j'espère que je vous donne le bon titre, mais ça va donner quelque chose comme Romance is a Book Story. Vous devez pouvoir la trouver sur Netflix. Elle est vraiment très 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 mignonne comme série. Alors c'est pas du tout Game of Thrones, mais pour les esprits romantiques, c'est une belle série. Ensuite, j'ai une question de Henri. Est-ce que vous préférez la truffade? Est-ce que vous préférez l'aligot? Ou est-ce que vous préférez la tartiflette? Rude question. Je ne suis pas un grand fan de l'aligot, même si ça peut être délicieux. Les Cantaliens, parfois, pour taquiner les gens de l'Aveyron, ont l'habitude de dire que l'aligot, c'est une truffade râpée. J'ai mangé une des meilleures truffades de ma vie avec un de mes très bons amis à côté du lac de Grave, qui est le lac des Graves, qui est un très 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 bel endroit du Cantal. C'était un moment génial qu'on avait passé en famille au coin du feu. Et puis j'ai aussi quand même un très 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 beau souvenir dans les Aravis, une tartiflette au reblochon. Voilà, là on est dans la finesse de la gastronomie française, mais moi c'est celle que j'aime bien aussi. Dernière question, plus sérieuse, sur l'environnement et les projets qu'on porte sur la qualité de l'air. Il y a une question d'Alexis là-dessus, et je crois également que Cécile nous a posé une question en mettant quid du plan régional pour la qualité de l'air pour le prochain mandat. Alors, en termes d'environnement d'abord, c'est important pour moi de vous expliquer quelle est mon approche. Je pense que sur l'environnement, il y a clairement aujourd'hui un débat sur la façon de le faire. Comme je vous le disais, tout le monde doit faire de l'environnement.
mais clairement, la vision qui est portée par les uns et les autres n'est pas la même. Celle pour moi que porte l'extrême gauche et les Verts est une vision extrémiste et sectaire. Quand par exemple ils cherchent à imposer des repas sans viande dans les cantines des lycées à Lyon, quand ils sont sur des polémiques, quand ils sont sur une vision où on donne le sentiment qu'en fait on va passer par des interdits et punir les gens, je n'y crois pas. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on fera de l'environnement. Moi je crois à l'environnement par l'innovation, par l'investissement, par la recherche de solutions nouvelles, par la mobilisation en positif. Je vais vous donner un exemple d'un très beau projet qu'on soutient. Est-ce que vous savez, à horizon 2025, ce qui représentera aux alentours de 20% de la consommation d'électricité dans le monde? Eh bien, ce sont les serveurs. Les serveurs. Les serveurs par lesquels on fait transiter les milliards de mails qu'on échange chaque jour et qui sont des énormes consommateurs d'énergie. Aujourd'hui, ces serveurs sont refroidis par de l'air, ils sont refroidis éventuellement par des systèmes d'eau ou d'aération, et donc en fait, ils contribuent très puissamment au gaspillage de l'électricité et au réchauffement climatique. Ben, il y a deux options. Soit vous dites on interdit les serveurs, on ne fait plus de mails, on ne fait plus d'échanges. Soit vous dites on va investir pour essayer d'améliorer les choses. Et j'ai un industriel génial, avec une équipe extraordinaire qui est à côté d'Annecy, qui s'est dit mais en fait, on prend les serveurs et on les plonge dans un liquide. Et il les plonge dans un espèce de liquide qui capte la chaleur dégagée par le serveur, l'oriente en direction d'une centrale de production d'électricité et va reproduire de l'énergie. Résultat, vous ne réchauffez pas, il n'y a pas d'énergie gaspillée, vous la récupérez et vous la transformez en énergie nouvelle. Ça, c'est l'écologie à laquelle je crois. C'est celle qu'on a fait depuis 5 ans. En développant par exemple l'hydrogène, avec les ressources à hydrogène dans notre région. En travaillant au pied de la vallée de l'Arve sur les questions de qualité de l'air. En travaillant sur de l'isolation énergétique. En travaillant sur des mobilités nouvelles, notamment en essayant de développer et de réavoir une croissance sur les déplacements par train qu'on a beaucoup développé. En travaillant aussi sur les circuits courts ou la relocalisation d'emplois. Parce que le premier développement durable, c'est de consommer les produits de notre agriculture ou d'éviter d'avoir des produits qui ont fait 3 fois le tour de la planète avant d'arriver chez nous. Ça, moi, c'est ce à quoi je crois. C'est l'écologie que j'aime, c'est celle que je défends. Et dans ce cadre-là, le défi que je voudrais qu'on se fixe pour le prochain mandat, c'est la qualité de l'air. Si vous revenez 20 ou 30 ans en arrière, la qualité de l'eau et de nos rivières était très dégradée. Et moi, je me souviens, en Haute-Loire, c'était très frappant parce qu'il y avait de moins en moins de poissons. On avait perdu notamment les petites écrevisses de rivière. Et il y a eu un gros travail qui a été fait pour améliorer la qualité de l'eau. Et on a reconquis la qualité de l'eau. Aujourd'hui, je considère qu'il faut faire la même chose sur l'air. Il n'y a pas de fatalité à ce que l'air qu'on respire, que nos enfants respireront, soit un air qui soit pollué. On a commencé par travailler au pied du Mont Blanc, dans une vallée que j'aime beaucoup, qui part de Chamonix, qui ensuite descend en direction du Pays Genevois, qui est la grande vallée de l'Arve, une vallée très dynamique. Et on a travaillé pour mettre des isolations sur les cheminées, travailler sur les reconversions de matériel industriel utilisé, mettre en place des solutions de transport innovantes, enlever les voitures polluantes, mais en finançant les remplacements. Et on a réussi à arrêter la dégradation de la qualité de l'air. Et donc pour moi, le prochain mandat doit être concentré sur ces sujets. Reconquérir notre qualité de l'air. C'est pour notre santé, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. Il y a plein d'autres domaines qu'on travaille ensemble, mais sur ces questions de développement durable, je pense qu'il ne faut pas se disperser, il faut prendre quelques thèmes. Et eux les travailler de façon très opérationnelle. Et puis je voudrais quand même ajouter quelque chose, parce que pour moi, vous savez que ça fait partie des choses auxquelles je tiens. Le développement durable, c'est aussi pas laisser de dettes à nos enfants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand je regarde mon fils et ma fille, je me dis que c'est pas à eux de payer les dettes pour moi. Et que ce que j'ai à leur laisser, c'est dans l'autre sens. C'est comme ça que ça va se passer. Et le développement durable, c'est leur permettre à eux dernière de pouvoir aussi faire leur chemin et leur développement. Pas dans une nature polluée, pas dans un pays où l'insécurité s'est installée, pas dans un endroit où on a perdu notre identité parce qu'on est parti dans le communautarisme, et pas dans un pays ruiné où on n'a pas su bien gérer ce qu'était notre avenir. Et tout ça, je suis convaincu qu'on peut arriver à l'inverser, et qu'on peut arriver à organiser autre chose, transmettre pour eux un espoir et un avenir. Et c'est ça ce que je voudrais que vous reteniez. C'est
pourvu qu'on ouvre les yeux, pourvu qu'on soit franc et direct, qu'on regarde et qu'on fasse clairement front face aux défis qui nous attendent, notre pays est capable de tout. Mais à condition qu'on ne se cache pas. À condition qu'on ne soit pas dans la demi-mesure. Qu'on assume nos valeurs, nos idées de façon claire et qu'on conjugue à la fois une vision et des actions concrètes. Voilà, c'est tout ce à quoi je crois. Merci à tous pour votre temps. Merci pour vos questions et à tous ceux qui en ont rajouté au fur et à mesure. C'est des moments que j'apprécie toujours beaucoup parce que ça nous permet d'échanger souvent directement et avec plein de propositions aussi ou de choses que vous faites remonter. Donc un grand merci à tous de l'intérêt que vous portez. Et puis, vous le savez, j'ai besoin de vous le 20 et 27 juin. On aura des élections régionales et précisément ce dont on va décider, c'est quel chemin pour notre région. Merci à tous.